François Bayrou. N'est-ce pas? Voici. Oui. Bonsoir, Monsieur Bayrou. Bonsoir, bienvenue sur le plateau. La dernière fois que vous êtes venu sur le plateau, vous aviez dit ça. Il y a dans l'option d'Alain Juppé quelque chose qui nous permet de faire autrement. Si il ne passe pas la primaire. Eh bien, je reviendrai vous voir. Ah. Tout est bon pour oui, mais vous n'avez pas revoir Anaïs, un jeune homme. Et j'aurai quelque chose à vous dire. Voilà. Une promesse qu'un homme politique tient. Non, non, il y a au moins un homme politique qui tient ses promesses. Non, mais vous je maintiens ma formulation et le pluriel. Et le pluriel. Mais alors, est-ce que vous serez candidat? Oui. Vous voulez pas qu'on fasse l'émission d'abord? Ça serait peut-être mieux. Mais on le sait déjà. C'est dans votre livre. Alors justement, vous publiez l'introduction. Habileté de la transition. Vous publiez un nouveau livre, Résolution française, aux éditions de l'Observatoire. Avant d'en parler et avant de vous entendre plus longuement sur cette campagne à la fois surprenante et frénétique, Éric Nolot perpétue la seule bonne résolution qu'il tient depuis qu'il est tout petit. Il lit des livres. Il a donc lu le vôtre. Voici son apostrophe. Alors, résolution française rime d'emblée avec chanson française, puisque vous citez dans votre introduction le mal de vivre de Barbara, ce mal de vivre dont semble collectivement accabler notre pays. Alors, chez l'interprète de l'Aigle Noir, 4 minutes suffisent pour passer du mal de vivre à la joie de vivre. Pour ce qui est de la France, vous ne cachez pas que la guérison nécessitera un peu plus de temps. Vous commencez toutefois par annoncer au malade qu'il n'a pas si mauvaise mine que ça, puisqu'il peut compter sur une démographie dynamique, une population bien formée et, argument le plus original, un modèle de société solidaire. Vous lui assénez ensuite que le premier pas vers sa guérison consiste en un diagnostic lucide. Non, lui répétez-vous, ce ne sont pas des microbes étrangers, bruxellois ou mondialisés qui l'ont infecté, mais son propre déplorable manque d'hygiène budgétaire notamment. Son rétablissement, à tous les sens du mot, passe selon vous par la restauration de 3 constantes vitales, l'unité, l'énergie et la vision, chacune faisant l'objet d'une section dans votre ouvrage. 12 chapitres pour l'unité, seulement 4 pour l'énergie. Les Français manquent selon vous moins d'allant que de cohésion. Dans la partie de votre ordonnance consacrée à l'unité, Dr Bayrou, on trouve sans surprise un passage favorable à l'instauration d'une part de proportionnelle ou un appel à ce que le locataire de l'Élysée redevienne le président de tous les Français et non le chef d'un clan. Mais vous insistez aussi, de manière plus inattendue, sur la nécessité d'une presse à nouveau indépendante des autres pouvoirs. C'est donc qu'elle ne le serait pas ou plus. De manière plus inattendue encore, vous proposez de définir le modèle français parce qu'il serait, je vous cite, le caractère propre de notre nation, un caractère propre que doivent respecter tous ceux qui vivent sur notre territoire. Plus surprenant encore, vous suggérez qu'en matière de relations internationales, une ligne rouge sépare désormais la France des pays qui condamnent ou a fortiori punissent de mort l'apostasie, c'est-à-dire le changement de religion. On le voit, le concept de l'unité se décline ici de bien des manières, toujours stimulantes, toujours surprenantes. Plus d'aridité dans le chapitre consacré à l'énergie, dont je retiens que plutôt que le chiffre arbitraire de 3% de déficit, vous proposez celui plus fondé de 2%, soit le seuil à partir duquel la dette cesse d'augmenter. Vient enfin la vision, chapitre crucial dans la mesure où vous y abordez en rafale certains thèmes qui promettent d'électriser la campagne présidentielle en cours. Au sujet de l'identité, par vous définie comme un besoin, vous proposez un rééquilibrage en sa faveur, tant elle fut perçue négativement au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Quant à la souveraineté, vous l'abordez sous l'angle presque exclusif de, nouvelle citation, « Il n'existe pas de souveraineté si on est obligé d'emprunter pour vivre ». Vous plaidez par ailleurs pour une Europe politique et entendue comme une communauté de valeurs contre ceux qui ne veulent la concevoir que comme une zone de libre-échange. Vous estimez que l'action de la Banque centrale européenne devrait être urgemment réorientée en faveur de l'emploi, avant de conclure que, je vous cite encore, c'est souvent quand tout paraît compromis que les choses commencent à redresser, comme si la joie de vivre pointait déjà dans le plus profond mal de vivre. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de relever une contradiction qui ne cesse d'affleurer tout au long de votre livre. Vous voulez être celui qui rassemble les Français autour du projet que vous esquissez dans Résolution française, et vous ne cessez pourtant dans le même temps de vous définir, ce sont vos propres mots, comme minoritaire, décalé et dissident. Alors un minoritaire, un décalé et un dissident qui prétend rassembler autour de lui, est-ce que ce n'est pas une contradiction dans les termes? Non, c'est exactement ce dont la France a besoin aujourd'hui. Si je puis me permettre, on vit un moment qui est un moment effrayant.
J'ai reçu peut-être depuis hier 15 ou 20 messages. La plupart d'entre eux disaient c'est l'horreur. Ils ont l'impression que notre vie publique se décompose sous leurs yeux sans qu'ils puissent rien saisir, sans qu'ils puissent s'appuyer sur quoi que ce soit. Et ils ont le sentiment justifié que nous n'avons jamais connu cela. Jamais. Ce que nous voyons aujourd'hui est sans précédent. J'ai un souvenir qui devrait être symétrique de ce que nous vivons, c'est 1993, où le Parti socialiste au pouvoir s'est décomposé sous nos yeux, mais au moins à l'époque, l'opposition se portait bien. Nous avions une recherche d'idées, de propositions, de novations. Aujourd'hui, rien n'est accessible aux citoyens pour bâtir quelque chose de solide, faute d'avoir les idées claires. J'essaie d'avoir dans ce livre des idées, en tout cas, plus claires que la majorité de celles qui sont exprimées. Peut-être, vous avez eu la gentillesse de le dire, plus original aussi. Et donc, à une seule exception près, j'ai jamais écrit qu'un pays qui devait emprunter ne pouvait pas être souverain. J'ai jamais écrit ça. J'ai écrit que... Vous lisez derrière mon épaule. pourtant. J'ai écrit que dès l'instant qu'il voulait se soustraire au remboursement, il ne pouvait plus emprunter. Ouais. Donc c'était fini rien à voir. pour les pays. Donc je raconte l'histoire de Tsipras et des Grecs. Donc à cette nuance près, le reste est juste. Zemmour, pardon. Alors. Non, vas-y. Non, mais parce que moi j'ai fait aussi une lecture comme Nolo, mais pas la même. J'ai fait une lecture, je dirais, littéraire. Et je trouve que comment vous dire, vos références sont le contraire de ce que vous proposez et des gens avec qui vous agiriez. C'est ça qui me frappe dans votre livre. Qu'est-ce que vous en savez? Mais je vais vous expliquer. Oui, ce que j'ai lu moi. Non, mais je sais ce que... Vous savez ce que je vais dire. Je sais, on se connaît depuis longtemps. Votre livre est un livre barésien, péguiste et grand amateur de Simone Veil, la philosophe, avec l'enracinement. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris grand plaisir à lire votre livre. Péguiste, c'est vrai. C'est-à-dire Peggy. Simone Veil, c'est vrai. Barrès, c'est pas vrai. C'est quand même très Non, bon, allez, oubliez Barrès, c'est pas grave. Ça me gêne pas, moi, c'était pas une insulte dans ma bouche. Vous avez compris. C'était pas une insulte. Non, mais et il y a du Barrès dans Simone Veil. L'enracinement, c'est déjà Barrès. La terre et les morts, c'est déjà l'enracinement. Et dans Peggy, vous savez, Peggy est très critique contre Jaurès et contre tous les pacifistes. Donc, on va avancer. On va avancer. Ce que je veux dire, c'est que, en logique avec ces références intellectuelles et littéraires, vous croyez au peuple français, vous croyez à son identité, vous expliquez qu'il a une histoire, des racines, un mode de vie, un art de vivre, une culture, etc. D'accord. Je signe. Tout est juste. Tout est juste. Sauf que, après, quand vous arrivez aux solutions, quand vous arrivez aux politiques, quand vous arrivez à la mise en œuvre de tout ça, avec qui vous êtes? Vous êtes avec des gens qui refusent la notion même de peuple. Je pense par exemple à des gens comme Cohn-Bendit, qui pensent qu'il faut travailler contre le peuple. Je pense à toutes les oligarchies européennes, bruxelloises et compagnie. Ou en tout cas, qu'on doit noyer le peuple dans une mondialisation et dans une ouverture des frontières. Vous êtes un oxymore permanent. Il y avait le coup d'État permanent, vous, c'est l'oxymore permanent. Ben oui, excusez-moi de cette formule, mais entre vos racines et ce que vous proposez, il y a une contradiction totale. Eh bien, je vais vous répondre. Vous vous trompez sur toute la ligne. Je veux dire, vous avez raison dans la première partie. Je suis quelqu'un qui... Comment je pourrais vous dire ça? Qui respire la France, sa culture, son enracinement, son histoire. J'ai pas dit le contraire. Et à ce titre, vous avez raison. Et j'affirme qu'on ne peut sauver tout ça
que si on trouve une capacité et un destin européen. Alors je ne suis pas du tout, moi, dans la fascination des noms que vous avez cités. Pas du tout. Il se trouve que je suis... C'est vos alliés, moi je vois que la politique... C'est vos alliés, c'est les gens qui veulent le même progrès que vous. Regardez le paysage, aujourd'hui. Et je n'ai pas fini sur Juppé. Pas dans vos... Vous aurez votre dose avec Juppé. Non, je n'aurai pas ma dose parce que les gens que j'estime, je les défends. Et ben voilà, donc on va en parler, c'est bien. Donc c'est très simple. Je suis persuadé qu'on peut réconcilier les différentes sensibilités françaises à une condition, que ce soit par le haut. Il se trouve que j'ai reçu sur ce livre des appréciations extrêmement flatteuses de gens de gauche, notamment parce que j'explique que la dictature de l'argent est une chose... C'est ce que je disais, Peggy. Mais oui, mais je ne vais pas renier, mais j'ai pas dit que vous aviez renié mes ascendances. Donc c'est logique. Donc des gens de gauche. Et j'ai reçu des appréciations aussi élogieuses et même émouvantes de la part de personnalités de droite marquées. François Fillon, à condition... il l'a lu, votre livre, François Fillon? Non, non. Le dos de chat fouetté. À condition que ce soit par le haut. L'aspiration à la projection dans l'avenir de la France, la reconquête de la souveraineté par un équilibre juste entre nation et Europe, c'est ça la clé. Bayrou, comment vous pouvez encore dire ça? Vous pouviez dire ça il y a 30 ans, quand on était jeunes, vous et moi. Mais aujourd'hui, les faits ont parlé. Moi, je suis toujours jeune. C'est pas ma faute si vous avez vieilli. Vous êtes Oscar Wilde, vous avez oui, c'est ça. J'avais pas remarqué, mais bon. Non, mais vous pouvez plus dire ça. C'est fini. Ce discours-là, il marchait dans les années 80. Excusez-moi. Parce qu'on savait pas. Éric Maintenant, Zemmour, on sait. c'est votre affirmation. Mais non, c'est la réalité. Mais ne dites pas mais non. C'est votre affirmation. Il se trouve que j'ai l'affirmation contraire et vous n'avez pas rendu compte de mon chapitre sur l'Europe, dans lequel j'explique que la seule sauvegarde de l'Europe, c'est de retrouver le peuple européen. Oui, mais il n'y en a pas. Les peuples européens. Et oui, justement, il ne peut pas y avoir de démocratie parce qu'il n'y a pas deux peuples européens. Votre lapsus, c'est intéressant. Et que si demain il y a une démocratie, on verra les affrontements terribles entre l'Allemagne et la France, entre le Nord et le Sud, et entre l'Est et l'Ouest. Je sais très bien que votre obsession est de détruire l'Europe. Non, pas du tout, j'ai pas du tout d'obsession. La vôtre et celle d'un certain nombre de vos amis. Moi, en tout cas, mon obsession est de sauver l'Europe. Parce que si vous regardez Trump d'un côté, Poutine de l'autre, la Turquie de Erdogan, alors vous voyez bien que notre devoir, j'ai l'impression d'avoir une discussion avec vous il y a 30 ans. Ben oui, c'est vous qui... Mais non, mais parce que vous n'admettez pas que l'histoire a tranché. L'histoire qu'il n'y a pas de souveraineté européenne et que c'est mort. L'histoire n'a pas tranché. Vous voulez sortir de l'Europe, vous voulez sortir de l'euro. Je veux sortir de rien. C'est-à-dire que vous voulez la faiblesse de la France. L'Europe, c'est rien. Monsieur Bayrou, c'est rien. Il n'y a pas de souveraineté européenne, il n'y a rien. Ouais. Bon. C'est un grand vide. Ce type d'affirmation... non, mais c'est fondamental. Oui, ce type d'affirmation est péremptoire et faux. Et donc, je vous demande de réfléchir une seconde à la situation dans laquelle nous serions en face des puissances que j'ai indiquées si nous étions isolés dans un contexte où l'Allemagne jouerait son jeu, l'Italie jouerait son jeu, l'Espagne jouerait son jeu. Vous voulez nous conduire au gouffre, je ne vous laisserai pas nous conduire au gouffre. Je vous connais, pas jamais isolé. Le modèle qui est le nôtre, ce modèle-là, nous avons pour le défendre besoin d'un point d'ancrage respecté. Si chacun éclate dans son coin, alors ça, c'est le rêve américain. Monsieur Bayrou, c'est déjà comme ça. La Commission de Bruxelles a organisé la concurrence entre pays. Regardez-moi, je suis bien regardez-moi, je suis bien plus agréable à regarder que Zemmour. Quand vous faites une profession de foi comme ça, quand vous faites une profession de foi comme ça, pourquoi vous n'allez pas au combat? Mais je vais finir d'une phrase. Je considère qu'en effet, un des très grands enjeux, c'est est-ce que, en s'appuyant sur ce que nous sommes, on choisit l'explosion de l'Union européenne, qui est une civilisation. Nous avons un projet national et un projet de société, et il y a en Europe un projet de civilisation. Absolument d'accord. Est-ce que nous choisissons l'explosion de ce projet, auquel cas les autres vont se frotter les mains, Monsieur Trump qui ne rêve que de ça, Monsieur Poutine qui ne rêve que de ça,
Monsieur Erdogan qui ne rêve que de ça, et un certain nombre d'autres. Le monde est tel que si nous voulons être à la hauteur du moment que nous vivons, il faut que nous préservions notre capacité à être ensemble un point d'ancrage. Et je le défendrai, et j'espère que qui qu'il soit le prochain président de la République française aura conscience de cela, parce que c'est un point clé, c'est un moment décisif. Alors, attends, Eric, c'est ma question. Est-ce que je peux... c'est ta question. c'est ma question. Alors, vas-y. Éric Zemmour Vous étiez beaucoup plus agréable. Ça, c'est vraiment un point d'accord. Non, mais Zemmour a soulevé la question de vos alliés, avec qui vous pouvez gouverner. Moi, ma conviction... Non, pas seulement gouverner, même idéologiquement. Mais il avait très bien compris. Je parle d'idéologie aussi. Moi, ma conviction, c'est que vous allez vous présenter à la présidentielle pour 2 raisons. C'est que la situation vous y invite et votre tempérament vous y oblige. Vous n'allez pas pouvoir résister. Ou le contraire. Vous me l'avez enlevé de la bouche. Peut-être le contraire. Mais vous n'allez pas pouvoir résister. Vous avez une tendance à aimer la castagne, en fait. Je pense que vous allez y aller. Voilà. Alors après, non mais je finis le raisonnement. C'était bien essayé, mais quelques jeunes que je sois, je suis pas tout à fait tombé de la dernière pluie. Non, en revanche, la question qui se pose, c'est que vous avez le choix entre y aller, vous allez le faire. Mais est-ce qu'il n'y a pas parmi les candidats qui sont déjà en lice des gens avec qui vous pourriez vous allier? Moi, je vois 2 choses, par exemple. Dans le programme de Macron, par exemple, il y a ce dépassement de droite et gauche qui ne vous est pas tout à fait étranger. Puis il y a une idée très intéressante dans votre livre qui est celle du co-gouvernement entre les dirigeants et le peuple. Et ça va, par exemple, dans le sens de Hamon et son 49.3 citoyens. Donc il y a chez certains candidats qui ont déjà exposé plus ou moins leur programme des points d'accord avec vous qui pourraient justifier une alliance. Mais vous êtes un solitaire, donc je continue à dire que vous allez y aller tout seul. Pas du tout un solitaire. Vous avez juste hoché de la tête pour dire. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les tribus. C'est même la dédicace de mon livre. Oui. Et j'ai toujours vécu comme ça. Et même Éric Zemmour le sait. Et donc, voilà. Donc, je ne suis pas du tout un solitaire. Solitaire politique. En revanche, il y a des questions fondamentales qui se posent aujourd'hui. Et quand je dis aujourd'hui, c'est aujourd'hui même. C'est-à-dire que il y a un problème fondamental qui est de savoir si la vision capitaliste du monde, si cette vision-là doit l'emporter sur tout ce à quoi nous croyons de plus profond, et j'emploie l'adjectif civique. On est aujourd'hui devant la découverte, la révélation de choses qui sont extrêmement lourdes, de tentatives de prise de contrôle de responsables politiques de premier plan par des grandes entreprises multinationales, révélées hier soir même, des choses qui sont très très lourdes. Et pour moi, j'ai une conviction, c'est que l'argent ne doit pas gouverner le monde. Attendez, vous faites référence à ce que vous avez dit, c'est-à dire François Fillon est à l'influence sous l'influence des puissances de l'argent? Non, vous avez bien vu que la révélation de versements de centaines de milliers d'euros contre des aides apportées aux entreprises, je dis ça de manière pudique, qui est apparu hier, a été hier avoué par ces entreprises, n'est que la confirmation de ce que nous soupçonnions que je défends depuis longtemps. François Fillon. En l'occurrence. Vous appelez toujours au retrait ? Peut-être y en a-t-il d'autres. Donc je veux simplement dire que je ne sais pas si on mesure bien dans le monde où nous sommes, je ne sais pas si on mesure bien que les citoyens sont exaspérés pour les uns et désespérés pour les autres. Vous voyez, je me suis souvent confronté à la droite, j'ai souvent eu des affrontements. Mais ils croyaient cette fois-ci que par la primaire, ils avaient trouvé le candidat et ils étaient d'une certaine manière rassérénés. Et quand je vois leur désarroi devant ce qui est apparu
et ce qui va apparaître, dont on a eu ces informations. Là, je ne parle pas d'idées, je ne parle pas de présomption, je parle d'informations. Quand on voit ça, d'une certaine manière, on partage leur désarroi. Moi, je partage leur désarroi. Pour la raison que Nolo expliquait. C'est que ma vision à moi, c'est qu'on a le droit d'avoir une vie politique dans laquelle chacun défend son point de vue. Il y a 5 ou 6 familles politiques en France. L'extrême droite, la droite, le centre, le PS, l'extrême gauche et peut-être les écologistes, dont je ne sais pas encore s'ils existent comme famille politique ou pas. Il y a 5 ou 6 familles. Chacune de ces familles a le droit d'exister et d'être représentée. Pour l'instant, on a des institutions, des règles, qui font que seul le PS et l'UMP, les Républicains, ont tous les sièges, alors qu'ils représentent moins du tiers, aujourd'hui, des suffrages. Et vous avez 2 tiers des Français qui sont exclus. Et moi, je veux qu'ils soient représentés, et ça ne me dérange pas de dire que je respecte chacune de ces familles. Je ne suis pas en accord avec elles, mais je considère leur légitimité. Et tous les autres pays européens que Zemmour veut jeter... Je veux les écraser. Enfin, en tout cas, les ignorer. Tous les autres pays européens représentent toutes les sensibilités. Tous. Mais est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous pensez que si je suis inquiet, je suis très inquiet. Le maintien de François Fillon va entraîner l'implosion de la droite? Est-ce que ça vous inquiète? Qu'est-ce que vous continuez à demander son retrait? C'est leur responsabilité, mais vous voyez la gravité des choses. C'est l'inverse, vous savez bien, vous êtes... là, on plaisantait tout à l'heure sur notre jeunesse respective, mais vous savez bien que si Fillon se retire, c'est la droite qui implose, car il n'y a pas de candidat de C'est leur responsabilité. Certes. Et ça n'est pas la mienne. Certes. J'ai refusé tout accord avec lui. J'ai refusé la primaire. Je suis d'accord. À peu près seul contre tous. À peu près seul contre tous. C'est vrai. Tout ça est vrai. J'ai dit depuis le début que ça allait nous conduire à la catastrophe. Tout à fait. On y est. Absolument. On y est pourquoi? Parce que c'est pas une élection. C'est un choix de clan. Mais vous convainquez un convaincu, moi je suis contre la primaire depuis le début. Et la campagne ne permet pas d'aller au fond de Vous n'avez pas répondu à la question des alliances avec tout ça. Vous avez fait un long développement. Mais est-ce que, pour vos idées, vos convictions, il est mieux d'y aller seul si vous prenez cette décision ou de faire alliance avec des gens qui peuvent avoir des points d'accord avec vous? C'était ça la question. Je ne sais pas si vous avez lu le livre vraiment. Parce que sur l'élection présidentielle, j'explique que président de la République, ça n'est pas chef de camp. Pas chef de clan. C'était même dans ma fiche. Et je reprends... Vous féliciterez celui qui l'a fait. Non, ça on peut pas. Ça, non. Ça, c'est sous la ceinture, c'est pas vrai. Non. Alors, je vous rends grâce et je vous donne acte. Je ferai don à la bibliothèque municipale de Pau de mes notes manuscrites. Et donc, j'explique que la Ve République est née un jour de 1946 du discours de Bayeux. Du général de Gaulle. Parce que lui, c'était quelqu'un qui voyait, vous comprenez bon. Après, il y a des plus, des moins, des ombres, des lumières, comme dans chacun d'entre nous. Qu'est-ce qu'il dit au discours de Bayeux? Il dit, les institutions nouvelles doivent enlever le pouvoir exécutif aux combinaisons parlementaires. On est en train de faire le contraire. On a rendu le pouvoir exécutif aux combinaisons parlementaires. Parfaitement. Et la question sur quelle est votre majorité, c'est une question de combinaison parlementaire. Ah, non. Et il dit, le général de Gaulle, allons un peu plus loin, il dit, le gouvernement sera nommé par le président de la République, élu à l'époque à un suffrage très large, aujourd'hui au suffrage universel, en fonction de, je cite à peu près exactement le texte du discours, en fonction des qualités personnelles de ceux qu'il nommera et de la coloration de l'Assemblée. Il ne dit pas je veux une majorité pour que tout le monde soit à ma botte. Il dit je veux une Assemblée dans laquelle il y aura des sensibilités et je composerai mon gouvernement
à partir des qualités personnelles des gens et de la coloration de l'Assemblée. Ça veut dire une chose précise, c'est qu'on peut gouverner sous la Ve République, même si on n'a pas de majorité à la botte. Et c'est parce qu'on a une majorité à la botte, et c'est parce qu'on a une majorité à la botte... Le 49.3, ça sert à ça, entre autres. Entre 49.3, référendum, dissolution. Évidemment, on est a d'accord. 3 armes. Non, mais le président de la République, il empêche le bazar. Une fois de plus, monsieur Bayrou, vous faites vous êtes gaulien. Oui. Pour faire de l'antigaullisme. Mais c'est pas une injure. Mais c'est toujours vos contradictions. Mais c'est pas mes contradictions. Mais si, c'est la fidélité absolue aux fondateurs qui sont aujourd'hui oubliés, ignorés et humiliés par ceux qui prétendent les avoir remplacés. D'accord. Voilà. Sauf que et tout donc, ça... alors dites d'accord et arrêtez-vous là. Non, je m'arrête pas là. Non, je m'arrête pas là parce que... Attends, Éric, il faut qu'on avance un peu dans l'émission. Moi, j'ai juste une dernière question. On est à 74 jours de la présidentielle. Qu'est-ce qui va vous... Quand est-ce que vous allez vous décider? Quand est-ce que vous allez l'annoncer? J'ai dit exactement l'horizon de temps. Non, mais parce que... Alors, est-ce que vous faites comme tous les autres? Je vais faire un petit machin dans le JDD, je vais répondre... J'ai dit la mi-février. Non, c'est de la stratégie. À la question. Mais oui, la question est dans le livre. Quand vous dites ceux qui pensent que l'expérience est inutile sont des bonnets... ça, on a compris, quoi. Vous êtes candidat. Oui, voilà. Non, mais vous avez le droit d'avoir une opinion. Je vous reconnais ce droit. Et même, je vous rends hommage d'avoir forgé une opinion et d'avoir le courage de l'exprimer. Parce que c'est bien que de prendre des risques. Mais il m'appartient à moi de choisir. C'est pas des risques. On a lu avec attention votre livre. Et tout dans votre livre plaide en faveur de cette hypothèse. Continuez les petites stratégies. Vous allez vous exprimer dans tel jour, dans tel canard et tout. Bon, c'est dommage. On aurait été content. Non, oui, bien sûr. C'était bien essayé. Mais je vais répondre à votre interrogation précise. Qu'est-ce qui peut vous faire décider? Qu'est-ce qui peut vous faire former votre sentiment? C'est une question toute simple. Est-ce qu'il peut y avoir des alliances ou quelqu'un d'autre avec qui on puisse former une entente qui porte les mêmes idées? Je parle des idées vitales. Aujourd'hui, là, on est devant le chaos absolu. Je considère qu'il y a dans ce livre des idées vitales. Je viens d'en exprimer quelques-unes. Par exemple, que tous les Français soient représentés pour avoir une vie politique qui nous unisse au lieu de laisser deux tiers des gens sur le bord de la route. Voilà. On est arrivé à un point où voilà des idées centrales. Pas seulement celle-là. Est-ce que la France a un projet national qui est un projet de résistance, au fond, à la grande vague mondiale qui veut instrumentaliser dans la société tout ce qui n'est pas marchand, qui veut transformer en marchand tout ce qui n'est pas marchand. Oui, parce que là, on repart sur le débat de fond. On ne va pas du tout repartir sur le Mais moi, il y a quelque chose, programme. je voudrais vous poser une question C'est la dernière, perfide. Vous nous expliquez qu'il faut imiter les autres pays européens qui s'en sortent le mieux, en particulier l'Allemagne, etc. Je dis qu'ils ont des choses à nous dire. Voilà. Je ne dis pas qu'il faut les imiter. Mais dans les autres démocraties, jamais un candidat qui a été vaincu plusieurs fois ne se représente une quatrième fois. Et donc, jamais un journaliste... Est-ce qu'il faut imiter les pays européens jusqu'au bout ou est-ce qu'il faut garder notre spécificité dans les française? autres démocraties, un journaliste qui tient le crachoir depuis 35 ans... Oui, je ne tiens pas le crachoir depuis 35 ans. Non. Qui même peut-être un peu plus. Si mes souvenirs sont exacts, pas du tout, parce que je pourrais chiffrer à peu près exactement. C'est vrai. Donc on a commencé ensemble. Voilà, est-ce qu'on dit Nadal et Federer, ça suffit, laissez la place? Mais moi je dis pas ça. C'est vous qui dites qu'il faut imiter l'Europe en tout. Alors moi je vous dis imiter jusqu'au bout. Je dis la politique est darwinienne, c'est-à-dire qu'il y a des gens il y a des espèces qui disparaissent. Et il y a des espèces résistantes. Il s'agit de savoir si on est dans les espèces qui disparaissent ou dans les espèces... Donc je suis dans une espèce qui résiste. Voilà. Voilà, c'est ça que vous vouliez dire. Vous vouliez me faire un compliment. Donc c'est beaucoup plus profond que ça. La politique, ça n'est pas un métier pour moi. Il y a des gens pour qui c'est un métier, qui croient que il faut monter de vendeur à chef de rayon, de chef de rayon. C'est pas du tout ça la politique.
La politique, c'est un engagement. Quelqu'un qui croit quelque chose, il le croit pour la vie. J'ai souvent pris cette comparaison. Je ne peux pas davantage cesser d'être citoyen que je ne peux cesser d'être père de famille. Ou cesser d'être candidat à la Je présidentielle. suis père de famille. Je suis père de famille parce que c'est comment je peux dire ça? C'est mon être profond. De même que la France a un être profond, de même que je crois l'Europe a un être profond, de même chacun d'entre nous, comme citoyen, a un être profond. Et donc, je fais tout ce que je peux pour que les choses prennent une dimension qui ressemble à ce que je crois juste pour les enfants qui vont arriver. Je cite la très belle formule d'intronisation du chef des Iroquois. C'est une magnifique formule. Hein, et il dit, et je fais ça pour les enfants à naître qui sont encore sous terre et qui ne sont pas surgis. Tu gouverneras pour eux. Moi, je veux qu'on gouverne pour eux et pas qu'on leur laisse ce monde qui est à la fois décrépit et sali par un certain nombre d'attitudes. Merci pour cette belle conclusion. On va finir avec un oxymore, puisque Éric Zemmour, vous êtes des oxymores, cette obscure clarté qui tombe des étoiles. Voilà. Donc, on en finit avec cette séquence. Je rappelle le titre de votre livre, La Résolution française. François Bayrou, merci d'être venu sur le plateau, mais vous restez avec nous, car c'est maintenant l'heure de Tanguy Pastureau. Il vous manque un scoop, alors voilà, je suis candidat à l'élection présidentielle. Joie de vous retrouver. Vous avez d'ailleurs un profil assez giscardien. Oui, c'est vrai. Alors, vous êtes, n'en déplaise à nos deux compères et avec François Bayrou, bien sûr, l'acmé de ce programme. Et on va le vérifier, comme toutes les semaines, après la pub.